hay joğuti ıspanlesa bu çıkarnır olmaz. Belki aktar besan desek havazan ne desek kavazan ne melkum kınırın buraya gitner kıtayın Türkiye'nin rezbol gabırlar yürüyün sizin gibi millet yaşamasın. İnç erazin in. Les Arméniens avaient près de 3000 ans d'histoire sur ce plateau stratégique situé au sud du Caucase, entre mer Noire et mer Caspienne, au carrefour des empires, des routes de commerce et d'invasion. Puis, envahisseurs et partages successifs ont eu raison de leur indépendance et auguré une tragédie qui devait décimer les 2/3 de leur communauté d'Anatolie entre 1915 et 1916. La Première Guerre mondiale vient d'éclater. Dès le début du conflit, la Turquie voit l'opportunité de mettre un terme à l'ingérence des puissances européennes dans l'Empire ottoman, et en particulier celle de la Russie, qui menace son intégrité territoriale. En novembre 1914, malgré la réticence de certains ministres, dont celle des 2 ministres arméniens, le gouvernement ottoman s'engage dans la guerre aux côtés des puissances centrales, Allemagne et Autriche-Hongrie, contre celles de l'Entente, France, Angleterre et Russie. Pris en étau sur le nouveau front turco-russe qui s'ouvre au Caucase, les Arméniens se trouvent au cœur du champ de bataille. L'Empire ottoman se relève à peine de ses défaites dans les guerres balkaniques, qui entre 1912 et 1913 lui ont fait perdre 85% de ses territoires en Europe. Des guerres qui ont bouleversé les alliances européennes et contribué au déclenchement du conflit mondial. La menace de voir les pays de l'Entente donner leur autonomie aux Arméniens renforce le nationalisme de certains membres du gouvernement. Un gouvernement encore traumatisé par le récent démembrement de son empire. Préserver l'intégrité de cet empire est dès lors sa priorité. Freiner l'expansionnisme russe au Caucase, un impératif absolu. En janvier 1915, l'offensive turque contre l'armée du tsar se solde par un désastre. 90 000 soldats ottomans sont anéantis à Sarikamish. Les Arméniens ont été massivement mobilisés dans les rangs de l'armée ottomane, mais le ralliement d'une poignée d'entre eux à des corps de volontaires côté russe sert de prétexte pour accuser la communauté arménienne tout entière de trahison. Pourtant, le 26 février 1915, Enver Pacha, ministre de la guerre et commandant de l'armée vaincue, écrivait à l'évêque arménien de Konya. Je saisis l'occasion pour vous dire que les soldats arméniens ottomans remplissent consciencieusement leur devoir sur le théâtre de la guerre, ce que j'ai pu constater de visu. Je vous prie donc de transmettre l'expression de ma satisfaction et de ma gratitude à la nation arménienne, connue de tout temps pour son parfait attachement au gouvernement impérial ottoman. En dépit de cette reconnaissance et sous prétexte de sécuriser les zones de front,
le gouvernement ordonne le désarmement des soldats arméniens et leur affectation à des bataillons de travail. Les Allemands, alliés des Turcs et qui ont des consulats dans presque toutes les provinces de l'Empire, approuvent ces mesures, en dépit de la mise en garde de Walter Osler, leur consul à Alep. Le 20 avril 1915, celui-ci écrit en effet à son ambassadeur : « Tous les soldats chrétiens de 32 à 45 ans ont été rappelés, certainement pour être déportés. Le gouvernement central a visiblement pris ces mesures en se basant sur de faux rapports en provenance de Marash. Elles découlent d'un jugement bien ancré et néanmoins erroné, selon lequel toute la population arménienne serait suspecte, voire hostile. Je vous demande très respectueusement de bien vouloir intervenir pour rétablir la situation. » Ces préjugés, qui atteignent un paroxysme en 1915, jalonnent l'histoire des Arméniens de Turquie depuis la fin du XIXe siècle. Tout commence au XVIe siècle, avec l'intégration de l'Arménie à l'Empire ottoman. À son apogée, cet empire qui s'étend sur 3 continents, Asie, Europe et Afrique, rassemble plus de 40 millions d'habitants d'une vingtaine de nationalités. Une succession de revers militaires, et particulièrement sa défaite aux portes de Vienne, amorce son démembrement en Europe au XVIIe siècle. Puis, au XIXe siècle, sous la pression de la Russie, l'Empire ottoman perd une partie de ses territoires dans les Balkans. Depuis l'annexion de l'Arménie orientale par le tsar aux dépens de la Perse, les Arméniens sont sujets de 2 empires rivaux. Dans l'Empire ottoman, les Arméniens, qui sont chrétiens, disposent comme toutes les minorités non musulmanes de libertés religieuses et culturelles, mais sont soumis à de lourds impôts et à des discriminations. Bien qu'ils aient acquis une certaine autonomie administrative et politique interne, ils ne sont pas égaux en droit avec les musulmans. Paysans pour la plupart, ils ont constitué dans les villes une société prospère d'artisans et commerçants, mais aussi de financiers, d'architectes, de médecins et d'avocats. Cette bourgeoisie, dont certains membres accèdent même à de hautes fonctions dans les services de l'État, remet en cause son statut et revendique son émancipation sociale et politique, soutenue par l'Europe chrétienne. Prétexte à l'ingérence de l'Europe coloniale dans les affaires ottomanes, la question arménienne, comme la protection des minorités en général, ne saurait cependant mettre en péril les intérêts économiques des puissances européennes. Depuis le XIXe siècle, ces puissances sont en effet devenues les créancières de l'Empire ottoman que mauvaise gouvernance, surendettement et conflits menaient au déclin. C'est ainsi que Français et Anglais ont pris le contrôle des finances, du revenu des douanes, du commerce, de l'exploitation des ressources naturelles et de la construction de voies de communication. Allemands et Français se livrent une concurrence farouche pour les concessions de chemin de fer. Dernière entrée dans l'arène, l'Allemagne a obtenu la réorganisation de l'armée turque que le gouvernement ottoman a entrepris de moderniser comme le reste de l'État et de l'administration.
En dépit de l'égalité promise pour tous les sujets de l'Empire, sous le règne d'Abdulhamid II, les conditions de vie des minorités se dégradent. C'est alors qu'au traité de Berlin en 1878, les nations occidentales imposent au sultan un plan de réforme garantissant la sécurité de ses sujets chrétiens et juifs. Les réformes restant lettre morte, des groupes de révolutionnaires arméniens fédèrent un mouvement d'autonomie nationale afin d'obtenir l'émancipation sociale et politique de la communauté. Les premières révoltes organisées contre les inégalités fiscales dans les provinces traditionnellement les plus insoumises se soldent par une répression sanglante. Entre 1894 et 1896, 200 à 250 000 Arméniens sont massacrés avec l'aval des autorités. Ces massacres, qui visent à endiguer toute velléité de séparatisme, suscitent l'indignation de l'opinion publique européenne, mais aussi d'élus et d'intellectuels, tels Jean Jaurès en France et le pasteur Lepsius en Allemagne. La réaction des puissances se limite cependant à de vives protestations diplomatiques. Indigné, l'ambassadeur de France à Constantinople, Paul Cambon, dénonce l'affairisme français. Le 10 octobre 1895, il écrit à sa mère. Ils ont commis des horreurs. Les Arméniens ont provoqué la répression par leurs manifestations. Mais les désordres qui ont suivi ont été abominables. Avant-hier, à Trébizonde, ville de 50 000 âmes, la population musulmane s'est ruée sur le quartier arménien. Le massacre et le pillage ont duré de 10 heures du matin jusqu'au soir. L'intérêt de la France est dans le maintien de la Turquie. Mais il ne faut pas être dupe. Il faut considérer la Turquie comme une mineure et la maintenir sous tutelle européenne. « 1908, Révolution. En réaction à la politique tyrannique du sultan, des officiers et des libéraux ottomans en exil surnommés « jeunes Turcs » par les Européens imposent le rétablissement de la constitution suspendue par le sultan et l'égalité entre tous les sujets de l'Empire. Les minorités font leur entrée au Parlement, les Arméniens y obtiennent 14 sièges. Dans l'Empire, les communautés fraternisent, mais pour peu de temps. En 1909, à l'issue d'une contre-révolution manquée, Abdulhamid II est destitué par les jeunes Turcs et remplacé par son frère Mehmed V. C'est dans ce contexte de troubles que 25 000 Arméniens sont à nouveau massacrés à Adana, où ils formaient une communauté économique prospère qui jouissait de ses tout nouveaux droits. Ces massacres, dans lesquels ont été impliqués des jeunes Turcs de Cilicie, mais surtout l'armée de libération envoyée par le gouvernement au lendemain des premières violences, vont semer le doute sur les intentions des jeunes Turcs du comité Union et Progrès. Tandis que la Turquie entre dans la Grande Guerre, leur objectif devient clair. L'aile militaire des jeunes Turcs aspire à l'homogénéité ethnique. Le 11 novembre 1914, la direction du comité Union et Progrès expose son projet. N'oublions pas que le but de notre participation à cette guerre n'est pas seulement de nous sauver nous-mêmes du péril qui nous menace, mais que nous poursuivons un but plus important. L'accompagnement de notre idéal national. L'idéal national de notre peuple et de notre patrie nous pousse à écraser l'ennemi
et à obtenir une frontière naturelle qui nous permettrait de nous unir avec tous nos frères de race. D'autre part, notre sentiment religieux nous commande de libérer le monde musulman de la domination des infidèles. Ce contexte d'exacerbation nationaliste fait redouter à l'ambassadeur américain à Constantinople, Henry Morgenthau, l'imminence d'un nouveau massacre. Son homologue allemand, le baron Wangenheim, confirme ses craintes. Tant que l'Angleterre ne s'en prend pas aux Dardanelles ou à des ports turcs, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Dans le cas contraire, rien n'est garanti. Or justement, Anglais et Français se préparent à forcer par la mer les détroits du Bosphore et des Dardanelles fermés depuis le début des hostilités. Ces détroits stratégiques que les Russes aspirent depuis longtemps à contrôler pour accéder aux mers chaudes et qui les coupent de leurs alliés, commandent l'accès à Constantinople. La capitale menacée, le gouvernement turc déploie ses forces sur ce nouveau front pour sauver l'empire déjà mis en péril par les Russes dans le Caucase. Depuis le début de l'hiver, les combats dans cette région ont jeté des milliers de civils sur les routes de l'Exode. Dans les provinces orientales d'Anatolie, sous prétexte de sécuriser les frontières, arrestations et déportations d'Arméniens commencent. C'est ainsi qu'en avril 1915, dans les environs de Van, berceau historique de l'Arménie, 24 000 Arméniens sont massacrés en 4 jours lors du repli de l'armée ottomane face aux Russes. Dans l'enceinte de la ville où se sont réfugiés les survivants, la résistance s'organise. Au terme de 27 jours de combat, Van est libéré par les troupes du tsar. Qualifiée d'insurrection, l'autodéfense de Van sert aussitôt de prétexte à une grande rafle à Constantinople. Dans la nuit du 24 avril 1915, plus de 600 journalistes, écrivains, avocats, médecins, architectes, députés et autres personnalités sont accusés de complot et arrêtés. Emprisonnés, la plupart d'entre eux sont déportés ou exécutés dans les semaines qui suivent. Le coup d'envoi des massacres et des déportations qui feront entre 1 million et 1,5 million de morts est donné. La nouvelle de la répression gouvernementale est immédiatement relayée dans les chancelleries occidentales. Pour sa part, l'ambassadeur allemand à Constantinople, le baron Wangenheim, continue d'approuver ce qu'il qualifie de « répression d'émeute ». Dans un télégramme du mois d'avril 1915, il exclut toute intervention qui, écrit-il, dans une situation sans issue pourrait porter préjudice à des intérêts qui sont autrement plus importants et même cruciaux pour nous. En effet, l'Allemagne, lésée dans les partages coloniaux en Asie et en Afrique, a arraché aux Français et aux Anglais le marché de la voie ferrée Berlin, Constantinople, Bagdad, à la veille de la guerre.
intérêts militaires et commerciaux l'empêchent de désavouer ses alliés. Un mois, jour pour jour après la rafle de Constantinople, le 24 mai 1915, la France, l'Angleterre et la Russie adressent au gouvernement impérial une déclaration commune où apparaît pour la première fois le terme « crime contre l'humanité ». En présence de ces nouveaux crimes de la Turquie contre l'humanité et la civilisation, les gouvernements alliés font savoir publiquement à la Sublime Porte qu'ils tiendront personnellement pour responsables des dits crimes tous les membres du gouvernement ottoman, ainsi que ceux de ses agents qui se trouveraient impliqués dans de pareils massacres. Le pouvoir impérial répond par un communiqué le 4 juin. Il est complètement faux qu'il y ait eu des massacres d'Arméniens dans l'Empire. Si certains Arméniens ont dû être déplacés, c'est parce qu'ils habitaient dans des localités cises, dans les zones de guerre, où leur présence, vu ce qui précède, inspirait au gouvernement impérial de légitimes inquiétudes au point de vue de la défense nationale. La Sublime Porte considère d'ailleurs de son devoir d'adopter telles mesures qu'elle juge nécessaires pour assurer la sûreté de ses frontières terrestres et maritimes, et qu'elle n'a à en rendre compte à aucun gouvernement étranger. Une quinzaine de jours plus tard, l'ambassadeur Wangenheim confie au chancelier d'Allemagne. Il est évident que l'expulsion des Arméniens n'est pas motivée par le seul intérêt militaire. Le ministre de l'Intérieur, Talat Bey, a récemment déclaré sans détour au docteur Mortmann, actuellement en poste à l'ambassade impériale, que la Porte voulait profiter de la guerre mondiale pour en finir radicalement avec les ennemis intérieurs, les chrétiens de Turquie, sans être gêné par l'intervention diplomatique de l'étranger. Aucun gouvernement ne menaçant concrètement d'intervenir, rien ne fait obstacle à l'organisation des déportations et aux massacres. Le ministre de l'Intérieur Talaat Pacha annonce alors une loi provisoire de déportation. Si elle ne mentionne pas spécifiquement les Arméniens, cette loi officialise néanmoins les pratiques en cours depuis le début du printemps. Les commandants d'armée, de corps d'armée et de division peuvent, si les besoins militaires l'exigent, transférer et installer dans d'autres localités, séparément ou en masse, la population des villes et des villages qu'ils soupçonnent coupables de trahison ou d'espionnage. Ճամփա չելադին առաջ մեր դարի սարային արշևը մտածարրվին կողմ է։ Մտածարրվը էլա, քարդուղարը նստավ, մեկ անունենից կրիք։ Վերջը գալան իմձա edենք։ Biz հասնի ռզայիմը, yani մեր հոժարդամ կողը, Terki vatan, aileni kengetsikin ku gertan, bu campar. Garkero ve Türklerle, hayır ile uneyi, cinco yeti uneyi, konseketi. Garka çerta, bak Türklerle garkışonere. Malatya or Hasanse bir atarsan tartın. Türklerin etki Hüseyin garki meçen estad Türklerin etki Hüseyin gırlar. Hüseyin ama germal Hüseyin gırlar yani hiç. Hasan adam Türklerin etki Hüseyin. Türkler gamartsumen falan bu Türkler luruneyin. Hasan Türklerin etki Hüseyin gırlar. Yani bilirse o Türkler luruneyin o yani siz çarptım. Hayır. Ne harbin abi. Türkiye'deki değil Urgudan'ın.
Ձեր թաղաներ թեր գնդան, ինչպես բաժնած էին, որ տուն աս գրուպի մեջն ես։ Հիմա ասենք, որ այս շրջանը, ամենը էլան, ամեն իրար գջաշտան չէ, ամենը միասին, բայց մեկ զայրը գա, միշտ զայրը։ En poste à Kharpout, l'une des provinces les plus isolées de l'Empire, le consul américain Leslie Davis oriente les activités de son consulat sur l'aide aux victimes et tente d'intervenir auprès des autorités locales. Le 30 juin 1915, il adresse un rapport à son ambassadeur. Il s'agit de rien de moins que la déportation de toute la population arménienne. Non seulement de cette province, mais d'après mes informations, des 6 provinces constituant l'Arménie. Il y aurait environ 60 000 Arméniens dans cette province et environ 1 million dans l'ensemble des 6 autres. Tous doivent être expulsés, entreprise probablement sans précédent dans l'histoire. Placé sous l'égide du ministre de l'Intérieur, c'est une organisation spéciale secrète du comité Union et Progrès qui planifie les déportations. Basée à Constantinople, elle établit son centre opérationnel à Erzurum, au cœur de l'Anatolie orientale. Ainsi, les convois venus du nord sont dirigés vers le centre de transit de Malatya, ceux de l'est et du sud-est vers Rasulayn. Les Arméniens d'Anatolie occidentale transiteront quant à eux par les camps de Konya et de Bozanti. Regroupés dans des camps à Alep, les survivants à l'exode seront ensuite envoyés vers les destinations finales, les déserts de Syrie et de Mésopotamie. Annoncé par voie d'affichage ou par crieur public, un ordre de déportation précède de peu le départ des convois. En septembre 1915 seulement, une loi officialisera la spoliation des biens. Séparés, les hommes sont le plus souvent massacrés en dehors des agglomérations. Escortés par des gendarmes, femmes, enfants et vieillards partent par milliers pour un exode de plusieurs centaines de kilomètres. Le 11 juillet 1915, Leslie Davis insiste auprès de son ambassadeur. S'il s'agissait seulement d'être obligé de quitter cette ville pour aller ailleurs, il n'y aurait pas trop lieu de se plaindre, mais tout le monde sait qu'en s'en allant d'ici, l'on va vers la mort. Si le moindre doute pouvait exister à ce sujet, il disparaîtrait à l'arrivée d'un certain nombre de caravanes se montant à plusieurs milliers de personnes et venant d'Erzurum et d'Erzincan. Ils sont presque tous, sans exception, déguenillés, sales, affamés et malades. Et cela n'est pas surprenant étant donné le fait qu'ils marchent depuis près de 2 mois sans pouvoir changer de vêtements, sans avoir la permission de se laver et de s'abriter, et n'ayant que très peu à manger. Atillere. Jandarmenere, mego angome, militärangome. Ammenon kloknere, zaldosnere haneti. Holik paylas ganga halkos tatkire. Hing harul elbet elimart zımbazlar. Ammenedari. Ardın Amuz gani getamor, malu misal dar eşer araze. Eşer dari aren desa hero foda san yergar gereva. Vallahi. Tümü seror edi aruye.
Çürüye ağrıyor. Ha. Kaçı on iş desem. Vereyim ver. Amen mortabat yapmayın. Vereyim ver. Amen. Şimdi şeyler hiç hayır yok ki nerede bunlar. Maylı siyasan da sanki belki de hayrıyla meşhur. Organisées en 2 étapes, les déportations frappent de mai à juillet 1915 l'Anatolie orientale, soit l'Arménie historique, et s'accompagnent de massacres collectifs systématiques. L'automne et l'hiver suivants, les Arméniens d'Anatolie occidentale, plus proches des voies de chemin de fer, sont à leur tour entassés dans des trains de marchandises. La guerre, qui s'est étendue sur 3 continents, garantit à l'Empire la non-intervention des puissances. L'offensive franco-anglaise dans les Dardanelles se révèle un désastre pour les Alliés, dont les troupes s'épuisent également dans des guerres de tranchées sur les fronts d'Artois et de Champagne. Rien n'entame cependant leur détermination à préserver leurs intérêts dans l'Empire ottoman. C'est pourquoi ils négocient secrètement sa partition future en sphère d'influence. Les enjeux sont de taille, la question arménienne est loin, massacres et déportations se poursuivent. Adonis Diyarbakır Eçüçünk, ama Joğurt Asan Girenk, Kültür, Türk, Klasik, Çocuk gıdaneyim. Hasabın kanı tıgımınız, ancak Frank'ın kılıkın ayrı ya, aslında Frank kılıkı ayrı ne amin. Gümürteyn, leran bırak gümürteyn pulurun, var andara gını deyin. Hon gını deyin. Ama lets veren, gıpuran, senin şarkı. Egavası mama isterken, aç çocuğun yalla, hocanın yanına göndereceğiz sizi sat. İş biz, ama kesi panik mi gert açıp bak, kalabalık iler bırakıp boran gene çürü. Aslan, lets veren, hazar nero mortetsin, iler oran dodayı bak. Dagi ayrına asan girdi. Mortubaz ne? Meçenin sağı gamına tere dagiri. Mama şilisa, iş bez mortetsin. İş bez darin, iş bez verin. Şaderin mortu verin. Şaderse bir şey mortu işte. İş besinci mortetsin, çim verir. Elank. Le 30 décembre 1915, le consul américain Leslie Davis rapporte à son ambassadeur. Le terme de province abattoir, ainsi que j'ai qualifié celle de Kharpout dans mon dernier rapport, s'est trouvé pleinement justifié par ce que j'ai appris et vu effectivement depuis cette date. En fait, il est presque certain qu'à l'exception d'un très petit nombre de ceux qui furent déportés pendant les premiers jours de juillet, tous ceux qui sont partis d'ici ont été massacrés avant d'atteindre les limites de la province. Impuissants à faire réagir leur gouvernement, certains représentants consulaires de pays neutres tentent d'agir localement. À Trébizonde, le consul américain Heiser ouvre les portes de son consulat aux enfants. De son côté, l'ambassadeur américain Henry Morgenthau informe Washington sans relâche.
Ces mesures ne sont pas prises en réponse au fanatisme ou aux revendications populaires, mais sont purement arbitraires. Dirigées de Constantinople au nom de la sécurité militaire, elles se déroulent souvent dans des districts où il n'y a pas d'enjeu militaire. Il semble qu'il y ait un plan systématique pour écraser le peuple arménien. J'ai à plusieurs reprises parlé au grand vizir et plaidé auprès des ministres de l'Intérieur et de la Guerre pour qu'un terme soit mis à ces persécutions. Mes tentatives sont vaines, sauf ici, à Constantinople. Sourds à l'appel de Washington, les gouvernements allemands et autrichiens n'interviennent toujours pas. Ce sont, disent-ils, des affaires internes à la Turquie. Rescapés du hasard, 4200 Arméniens réfugiés dans les montagnes et dont les signaux sont aperçus par des croiseurs français et britanniques dans la d'Antioche, sont sauvés par les Alliés et embarqués pour Port Saïd. Hayır ahşıklar, kuytu ahşıklar aslı. Asla değil, mezde azadı telakı boran. Dinvorları bize, alnın bize paklayın. Kitlasının bize ne? Asan seyke mezde azadı telo, navacım ne sen renk çürün nedir? Hayır canım. Tek bakmıyorum. Evet. Les persécutions suscitent des réactions jusqu'au sein du comité jeune turc Union et Progrès. Pourtant, tout fonctionnaire qui refuse d'appliquer les ordres est révoqué. En dépit des interdictions et des risques, certains civils portent secours aux Arméniens, tout particulièrement les Kurdes de la région du Dersim. Le gouvernement turc veille à effacer les preuves. Les missionnaires ne sont pas autorisés à accompagner les convois. Les photos sont interdites. Les courriers des représentants étrangers limités ou même censurés. À l'exception d'un de ses généraux, Liman von Sanders, qui s'oppose avec succès à la déportation des 25 000 Arméniens de Smyrne, l'Allemagne reste passive malgré les appels répétés de certains de ses consuls, comme Walter Rossler. L'Euphrate commence à charrier des cadavres de plus en plus nombreux. Cette fois, ce sont principalement des femmes et des enfants. N'y a-t-il rien à faire pour mettre un terme à cette horreur ? Je vous prie très respectueusement d'informer le ministère des Affaires étrangères afin que les démentis turcs ne soient pas publiés dans la presse allemande, ce qui pourrait faire croire à l'approbation de l'Allemagne. Il faudra attendre la mort de l'ambassadeur Wangenheim en octobre 1915 pour que Berlin, craignant d'être accusé de complicité indirecte avec les crimes de son allié, décide d'intervenir auprès du ministre de l'Intérieur par la voix de son nouvel ambassadeur Wolf Metternich. Le 10 juillet 1916, ce dernier constatera amèrement: le gouvernement turc ne s'est laissé détourner de l'exécution de son programme, liquidation de la question arménienne par l'extermination de la race arménienne,
ni par nos admonestations, ni par celles de l'ambassade américaine et du nonce apostolique, ni par les menaces des puissances de l'entente. Des dizaines de milliers d'enfants et de jeunes femmes sont ainsi enlevés, vendus comme esclaves ou encore convertis de force au cours de leur déportation. Dans la ville d'Alep, où sont regroupés les convois, est installée une sous-direction des déportés. Entassés dans des camps sur les rives de l'Euphrate, chaque jour les Arméniens meurent par centaines, de faim, d'épuisement ou emportés par les épidémies. Au terme de souffrances insupportables et d'un exode de plusieurs semaines, 800 000 Arméniens parviennent en Syrie. Transférés d'un camp à l'autre, sans eau et sans nourriture, ils sont au bout du chemin, livrés au sable du désert, destination finale de leur déportation. Kanalan, Canpur Türkiye'ler Kanalan, ardın Arzevi'ne o Kaylere partladı, Mart'ta Kavanabade. Şaderi adres meral. İnternet respansınız. Ya. Bu şeyin. Kedi gidin var, çinkırlar kaleri gidin. Kalan gittiler var gidin. Ardın gelen ne Mart'ta ne Mart'ta sayar. Binar Arzinero, Kaylero, Kazanero. Aslında adres yaran. Sonra kalene mu kişerden oraya yapar. Kişera değil. Kalen, aslında gaydaz deriz ki kalana.
Dans les zones dites de réinstallation, et tout particulièrement dans le désert de Deir ez-Zor, des dizaines de milliers de femmes et d'enfants sont alors exterminés en masse. Certains sont brûlés vifs dans des grottes. Fin 1916, les 2/3 des Arméniens d'Anatolie sont éliminés. Quelques 2 ans plus tard, le 30 octobre 1918, la Turquie vaincue vient de signer l'armistice de Mudros avec les Alliés. Français et Anglais, victorieux, entrent dans Constantinople. Les dirigeants jeunes turcs du comité Union et Progrès sont arrêtés ou en fuite. Le nouveau gouvernement ottoman entreprend de les juger. Le 3 juin 1919, Talat, Enver, Cemal Pacha et consorts sont renvoyés devant une cour martiale sous les accusations de massacre, pillage, destruction par le feu de bâtisses et de cadavres, dévastation de villages, attentat à la pudeur, torture. Concernant les déportations, le réquisitoire précise que dans les régions où cette loi a été appliquée avec le plus d'intensité, c'est-à-dire dans les vilayets orientaux, toutes les atrocités ont été conçues et préparées par l'Union et Progrès. Le verdict de ce procès, qualifié d'historique par la presse, est prononcé le 5 juillet 1919. Il établit une liste de crimes et conclut que ces crimes personnels sont attribués à la personne morale de l'association Union et Progrès. Talat, Enver, Cemal Pacha et autres responsables sont condamnés à mort par contumace. Ils seront recherchés et tués plus tard par des Arméniens. Conformément aux accords Sykes-Picot, négociés secrètement pendant la guerre, les Alliés se partagent les mandats sur les provinces ottomanes. L'Irak et la Palestine reviennent à l'Angleterre, la Syrie, le Liban et la Cilicie à la France. À la conférence de la paix, le traité de Sèvres, signé le 10 août 1920, reconnaît l'existence d'une Arménie indépendante réunissant les provinces arméniennes de l'Empire ottoman et du Caucase russe. Il ne sera jamais ratifié. En juillet 1923, la création de la nouvelle République turque de Mustafa Kemal est entérinée par le traité de Lausanne qui enterre la question arménienne. Au recensement de 1927, on ne compte plus que 65 000 Arméniens dans la nouvelle Turquie. Les réfugiés sont interdits de retour et se dispersent. « 600 000 Arméniens d'Anatolie ont survécu à la politique ethnique d'une partie des jeunes Turcs, qui a fait entre 1 million et 1,5 million de victimes. Soit qu'ils aient pu se réfugier au Caucase, en Iran, dans les Balkans ou dans les provinces arabes, soit qu'ils aient survécu aux enlèvements ou aux déportations. Installés en Palestine, en Syrie, au Liban, aux États-Unis, en Grèce, en Bulgarie et en France, les rescapés, dont des milliers d'orphelins, formeront un peuple en diaspora.
Aucun mot n'existait au début du siècle pour qualifier les massacres et déportations qui ont eu lieu. Inventé en 1944 par le juriste Raphaël Lemkin pour qualifier la Shoah, le terme de génocide qui désigne des actes commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, n'est entré dans le droit international qu'en 1948. Dans le premier rapport rédigé en 1916 sur la tragédie arménienne, le jeune historien britannique Arnold Toynbee écrivait « L'agonie de l'Arménie n'a pas manqué de témoins. Même si les statistiques étaient encore plus nombreuses et encore plus éloquentes, elles ne parviendraient pas à nous faire saisir la réalité de ce qui vient d'avoir lieu. Une nation vient d'être exterminée. »